Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes heureux d'accueillir ici François Héran, que je remercie d'avoir accepté de venir nous aider à réfléchir sur les sujets de l'immigration, et plus particulièrement d'ailleurs sur les immigrants et leurs descendants, puisque à côté du sujet très d'actualité de l'accueil des primo-arrivants, il y a quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, nous, au club, c'est ce que deviennent les descendants et comment cette population va ou pas s'intégrer. On voit bien qu'il y a quelques difficultés, notamment avec les populations issues du Maghreb, pour s'intégrer. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer ? Beaucoup de ces descendants d'immigrés n'ont pas l'impression de faire partie de la communauté nationale. Donc, quel est le point d'équilibre entre notre capacité à les intégrer et leur capacité à s'intégrer ? Donc, François Héran, vous êtes sociologue, démographe et même philosophe. J'ai vu que vous étiez philosophe. Je suis un agrégé de philosophie. Voilà. C'est utile sur la place de Paris pour ne pas être impressionné par les philosophes. Okay. Bon, vous avez dirigé le département, la direction des enquêtes et études démographiques de l'INSEE pendant 5 ans. Vous avez dirigé l'INED pendant 10 ans. Depuis l'année dernière, vous êtes en charge de la chaire titulaire de la chaire Migration et Société au Collège de France. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier qui s'intitule « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». Et de surcroît, comme vous l'expliquez dans votre livre, d'ailleurs, vous habitez un quartier, une banlieue, je vous cite, où l'on observe l'un des plus forts pourcentages d'immigrés qu'on puisse observer en France. Oui. Donc vous êtes particulièrement qualifié pour parler de cette problématique d'immigration. Alors votre livre est réellement passionnant, enfin, il se lit très facilement pour ceux qui s'intéressent au sujet. C'est un bouquin pas du tout rébarbatif, bien qu'il soit beaucoup plein de chiffres, mais vous clarifiez les concepts, vous dédramatisez un petit peu, vous faites de la désintox en fait, sur pas mal de discours politiques qu'on entend. Alors si moi je devais exprimer une petite frustration, c'est sur le mot agir. Voilà. Mais bon, je pense qu'on y reviendra dans le courant de cette discussion. Et je pense qu'il mériterait un développement très important. Alors François Héran, en quoi les immigrés d'aujourd'hui sont-ils différents de ceux d'hier ? Et est-ce que nous sommes condamnés à ce que, en gros, les 25% de la France issus de l'immigration regardent en chien de faïence et réciproquement les 75% de natifs, et comment faire pour ne pas en arriver là ? Donc vous avez posé tout de suite quelques questions cruciales. Alors d'abord, une indication sur les chiffres, c'est à peu près, c'est presque, pas tout à fait quand même pour l'instant, un quart de la population vivant en France qui est soit immigrés, soit enfants d'un ou de deux immigrés. Un ou deux immigrés, ça se partage d'ailleurs moitié-moitié, c'est à peu près équilibré. Donc, les immigrés au sens international du terme, on dit souvent que c'est le Haut Conseil à l'intégration qui, en 1991, a inventé cette définition de l'immigré. Non, le Haut Conseil à l'intégration n'a fait qu'entériner l'importation en France de la définition internationale recommandée de longue date par les Nations Unies. On a simplement mis pas mal de retard à l'adopter parce que pendant longtemps, les statistiques ne concernaient que la différence juridique nationaux versus étrangers. Mais à partir de 1991, l'INSEE, l'INED, sur le modèle de l'OCDE, sur le modèle d'Eurostat, qui avait fait ça bien avant, publie également des statistiques en fonction du pays de naissance et pas seulement de la nationalité. Donc je rappelle que les immigrés, ce sont les personnes qui sont nées à l'étranger, nées étrangères à l'étranger. Par exemple, Valéry Giscard d'Estaing, Édouard Balladur, qui sont nés à l'étranger, mais étaient nés à l'étranger de parents français, ne sont pas des immigrés. Bon. Il faut donc être né étranger à l'étranger.
avoir franchi la frontière et s'installer pour une durée d'au moins 1 an. Et cette durée s'explique tout bêtement par le fait que la comptabilité démographique, elle se fait surtout, pas uniquement, mais enfin surtout, à un rythme annuel. Et donc chaque année, on essaie de voir quelle est la part de la croissance de la population qui est liée au jeu des naissances et des décès et la part qui est liée au jeu des émigrations et des immigrations. Voilà donc une durée d'au moins 1 an. C'est ça la définition de l'émigration qu'on appelle durable en langage international. Ça représente à peu près, l'INSEE dit 9,5%, quelque chose comme ça, de la population. En fonction du recensement, vous savez qu'on a un recensement tournant qui se fait chaque année, on recense une partie de la population et puis chaque année on fait le bilan en prenant l'année du recensement, les 2 années qui ont précédé, les 2 années qui ont suivi, on fait une espèce de moyenne. Donc le dernier chiffre qu'on a, c'est 2014. On peut extrapoler un peu les tendances, on peut majorer un peu le chiffre en tenant compte de la migration illégale, et de 9,5, on passe plutôt à 11-12%, je dirais, d'immigrés dans la population française, vivant actuellement. Je ne parle pas des flux, je parle vraiment du stock, l'ensemble des personnes qui résident actuellement et qui peuvent être de générations extrêmement différentes. Si on y ajoute leurs enfants nés sur place, car ils ont des enfants qui étaient nés à l'étranger mais qui eux-mêmes sont immigrés, et il y a aussi des enfants nés sur place, on rajoute à peu près le même chiffre, un peu plus, entre 12 et 13%. Et c'est pour ça qu'on arrive à, disons, 24% enfin, on va arriver bientôt à un quart de la population vivant en France, soit immigrés, soit enfants d'immigrés. Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? Par rapport à un certain nombre de pays voisins, c'est équivalent. En Allemagne, on est aux alentours de 24%, 25% également. Aux États-Unis, alors bon, il y a des doutes évidemment à cause de l'ampleur des clandestins, mais en gros, on est à 26%, c'est un peu supérieur, mais pas tellement. Et ces chiffres, c'est, je le répète, non pas l'effet des flux récents, mais l'accumulation de tous les flux depuis des décennies, sachant qu'une part non négligeable des migrants retournent soit parce qu'ils ont réussi, soit parce qu'ils ont échoué. C'est assez compliqué à analyser, mais on estime que, selon les années, entre un tiers et presque la moitié des migrants repartent dans leur pays. Toutes les études qui ont été faites, d'ailleurs, rétrospectivement... Migrants, mais pas des enfants. Donc oui, évidemment, je parle des immigrés, et les enfants d'immigrés ne sont pas des immigrés. Il faut bien comprendre que les enfants d'immigrés ne sont pas des immigrés. Si vous faites la pyramide des âges des immigrés, elle est creuse à la base, parce que les enfants, il y a peu d'enfants. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a une dizaine d'années, c'est un peu compliqué, mais quand les immigrés arrivent en France, on prend les femmes, les migrants arrivent en France, à âge égal, elles sont moins fécondes que les Françaises du même âge. Il y a une sous-fécondité d'immigrants au moment d'entrée. Pourquoi? Parce qu'elles attendent d'entrer pour avoir leurs enfants. La migration, c'est souvent le cumul de plusieurs choses, l'installation, le mariage, les premiers enfants. Et donc, il y a une sous-fécondité des immigrés en entrant, avant d'entrer, et puis après, il y a une surfécondité une fois entrés. Alors, la surfécondité est plus importante que la sous-fécondité, bon, mais c'est assez compliqué, et c'est seulement avec des enquêtes, et pas avec l'état civil, qu'on arrive à savoir quel est le nombre total des enfants d'immigrés, puisque ces enfants d'immigrés, ça inclut les enfants nés avant la migration et les enfants nés après la migration. Et c'est seulement en posant des questions rétrospectives aux femmes dans de grandes enquêtes, ce que l'INSEE fait avec l'enquête famille. L'enquête famille, c'est une enquête qui s'ajoute au recensement, c'est 400 000 personnes interrogées, donc ça a une fiabilité quand même considérable, qu'on arrive à savoir ça. Bon. Le phénomène est plus compliqué qu'on ne le dit. Il y a beaucoup d'amateurs qui travaillent sur la question, mais quand on y regarde de près, c'est... Donc, un quart. Alors un quart, ça veut dire que, évidemment, il y a tout de suite une série de problèmes qui perdent un peu de leur sens. Calculer ce que coûte un quart de la population aux 3 quarts restants, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du sens à, et c'est ce que fait la Cour des comptes régulièrement, ou c'est ce que fait le Parlement, à calculer ce que coûte
au pays, l'accueil des nouveaux arrivants, les hébergements d'urgence, l'alphabétisation, etc., etc. Mais les tentatives qui ont été faites, il y en a 4 ou 5, consistant à essayer de calculer ce que coûte l'immigration, y compris la seconde génération, ce qu'on appelle la seconde génération, donc les enfants nés sur place, nés en France, n'ont pas beaucoup de sens, parce qu'à ce moment-là, il faudrait prendre tous les budgets de tous les ministères, et essayer de calculer à chaque fois quelle est la part réservée aux personnes d'origine française, aux personnes d'origine étrangère. Et si on remontait encore d'une génération supplémentaire, ce que nous ferons bientôt, dans une prochaine enquête, on aura bientôt des questions sur les grands-parents. Parce que oui, pour savoir tout ça, il faut poser des questions sur le pays de naissance des parents et la première nationalité des parents. Chose qu'on a le droit de faire en France dans les enquêtes depuis 2003-2004. On a cette information fondamentale qui n'enregistre pas seulement la trajectoire migratoire des personnes, mais celle de leurs parents, on l'a depuis 2003 dans l'enquête emploi, qui est quand même une grande enquête de référence, et on l'a depuis 2004 dans toute une série, dans les grandes enquêtes standards de l'INSEE. Je fais remarquer que dans le recensement, il n'y a pas de questions sur les parents, mais il y a quand même des questions sur l'intéressé lui-même, sur la personne recensée, et ceci depuis 1851. On distingue depuis 1850. On fait des différences entre les Français dans les statistiques. J'ai souvent entendu dire qu'en France, on n'a pas le droit de faire des différences entre les Français dans les statistiques. Il y a même des gens de l'INSEE, des syndicalistes de l'INSEE un peu retirés de la production qui le croient. Non, depuis 1851, on fait une distinction, un code en 3 postes. Êtes-vous Français de naissance? Êtes-vous étranger? Êtes-vous Français de naissance ou êtes-vous Français par acquisition? Et donc on distingue les Français selon qu'ils sont de naissance ou par acquisition. Depuis 1891, il y a des feuilles individuelles et pas simplement une question un peu collective pour le ménage. Donc tout ça est connu avec précision, sans quoi on ne pourrait pas relater l'histoire de l'immigration comme on est capable de le faire. Et depuis 1962, depuis le recensement de 1962, il y a l'identification précise du pays de naissance de l'ancienne nationalité de chacun. Donc on fait les différences entre les Français en fonction. Mais la nouveauté, et je fais partie des 2 ou 3 personnes qui ont bataillé pour obtenir ça, aidé aussi par la Commission européenne qui allait dans le même sens, il faut le dire, pour faire en sorte que l'INSEE puisse poser dans ses enquêtes des questions sur les origines migratoires. Alors, il se trouve, entre parenthèses, qu'un peu partout en Europe, ça s'appelle des statistiques ethniques. Quand vous regardez, je sais pas, vous lisez l'article d'un chercheur allemand qui fait un article, alors, en anglais évidemment, sur les Ethnic Determinants of School Achievement, quels sont les facteurs ethniques de la réussite scolaire. Vous regardez de près quelles sont les variables sur lesquelles il s'appuie pour faire cette étude. Eh bien, en fait, c'est tout simplement le pays de naissance des parents et la première nationalité des parents. Donc, c'est les variables d'état civil de la génération précédente, qui est exactement ce qu'on fait à l'INSEE. Donc, au sens européen du terme, nous faisons déjà des statistiques ethniques. Elles sont à la fois républicaines parce que c'est de l'état civil, ethniques parce qu'elles se réfèrent au pays d'origine alors qu'on est installé dans un nouveau pays. Mais ce n'est pas ethno-racial. En France, les juges ont toujours tendance à penser que quand on dit ethnique, c'est nécessairement ethno-racial. Le seul pays d'Europe qui a une statistique vraiment ethno-raciale, c'est la Grande-Bretagne. C'est le seul. Partout ailleurs sur le continent, on est en France exactement sur le même régime statistique que les autres pays. C'est important parce que on avait un retard. Les Hollandais avaient été les premiers à avoir ce genre de chiffres. Maintenant, on les a, donc je vous dis, depuis une quinzaine d'années. Ceci, c'est un peu l'entrée en matière. J'ai vu que les questions de religion vous intéressaient, alors on va y aller tout de suite. Il y a plusieurs façons, à peu près 3 façons standards, d'essayer de relever la religion, d'identifier la religion de quelqu'un dans une enquête. La première question, c'est appartenez-vous à la religion X, Y, Z? Et ça, c'est une sorte d'affiliation presque culturelle. Et à une question de ce genre, les Scandinaves répondent qu'ils sont luthériens, par exemple. Bon. En réalité, ils pratiquent très peu. Bon. Mais ça, c'est la question d'appartenance. Deuxième façon d'aborder le problème, c'est les pratiques. À quelle fréquence pratiquez-vous ceci, cela, etc. Alors, pendant longtemps, on s'intéressait à la messe en France. Le problème, c'est de trouver des
rites ou des pratiques collectives qui ont à peu près le même sens d'une religion à l'autre, et vous savez que c'est quand même très difficile. Et la troisième question, c'est celle qui maintenant est de plus en plus souvent employée, qui est employée notamment dans les grandes enquêtes internationales de Gallup ou du Pew Center, qui sont capables maintenant de faire des enquêtes dans 120 pays, hein, c'est tout à fait de cumuler les données. Et c'est aussi ce que fait l'INSEE et l'INED, ce que font l'INSEE et l'INED, c'est de poser des questions qui ont l'air un peu subjectives et qui sont très parlantes. Quelle importance accordez-vous à la religion dans votre vie quotidienne? Et il y a les gens qui répondent beaucoup, plutôt, peu, enfin bon, il y a une gradation qui vaut ce qu'elle vaut. Et là, j'avais dans le petit livre que j'ai écrit, Parlons immigration, autant de questions que vous avez, mais c'est la seconde édition qu'il faut lire, celle qui est mise à jour. Je donne les résultats qu'on a obtenus dans l'enquête Théo, trajectoire et origine. Et on a en gros les catholiques, les gens qui se sont dits catholiques, mais finalement par tradition culturelle. Seuls 9% en France disent que la religion a beaucoup d'importance dans leur vie quotidienne. C'est très minoritaire maintenant, 9%. 67 disent que assez ou peu, donc une réponse relativement modérée ou faible, et 25% disent aucune. 25% des Français disent qu'ils n'ont aucune, que des catholiques, des personnes qui se disent catholiques, disent n'attacher aucune importance à leur catholicisme, à leur foi, dans la religion, dans la vie quotidienne. Quand on regarde, par exemple, la question a été posée pour les personnes juives, c'est pas 9, 67 et 25, ces chiffres, c'est 43, 50 et 7. Donc 43 personnes, 43% des personnes se disant juives disent attacher beaucoup d'importance à leur religion dans la vie quotidienne. Et 7% disent n'en attacher aucune. Aux États-Unis, on a des chiffres qui sont à peu près pour l'ensemble de la population, il y a 50% des Américains assurent que la religion est une chose importante dans leur vie quotidienne. Ce sont des sociétés très attachées à la religion. Alors, quand on pose la question aux personnes qui se disent musulmanes, on a à peu près entre 4 millions et 4,5, 4,5 millions de personnes qui se disent musulmanes en France, qui se reconnaissent une affiliation. La moitié, 49%, la moitié, déclarent attacher beaucoup d'importance à leur religion. Donc c'est une religiosité importante, du même ordre que ce qui existe aux États-Unis. Aux États-Unis, ça n'a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, la religiosité des musulmans aux États-Unis équivaut à celle de l'ensemble de la population. Chez nous, c'est très en décalage parce que nous sommes une société très laïcisée. Et évidemment, ce décalage, il est problématique pour nous parce que nous sommes dans une société où la religion a finalement de moins en moins d'importance. Même s'il y a un revival qu'on constate quand on fait des études longitudinales, qu'on peut suivre les mêmes personnes au fil des ans, on constate qu'effectivement, à l'arrivée, avec l'âge, à l'arrivée de la mort, la religiosité remonte. C'est tout à fait avéré par... Pardon ? Oui, voilà. Disons qu'on commence à se poser un peu plus de questions quand la fin est proche. Voilà. C'est tout à fait avéré dans les statistiques religieuses. Vous me direz, mais est-ce qu'on a le droit de faire des statistiques religieuses en France? J'entends toujours les journalistes dire « il est interdit, les statistiques religieuses sont interdites en France ». Et c'est faux, alors je le répète. C'est-à-dire qu'il y a un principe général dans la Constitution qui est que la République assure l'égalité aux citoyens sans... distinction de race, d'origine, de race et de religion. Le mot race est encore dans l'article 1er de la Constitution. Et puis il y a la loi de 1978, Informatique et Liberté, qui a été révisée plusieurs fois, qui vient encore d'être révisée, mais qui, dans son article 8, dit qu'il est interdit de traiter des données personnelles qui risquent de faire apparaître directement ou indirectement toute une série d'appartenances. Alors, il y a la religion, il y a la race, les origines nationales, il y a la santé, il y a l'orientation sexuelle, il y a les affiliations syndicales, politiques. Alors, comment se fait-il qu'on ait en France des quantités d'enquêtes sur l'affiliation politique, syndicale, sur la santé? L'INSERM n'arrête pas de travailler là-dessus, de faire des enquêtes, l'INED aussi. Eh bien, c'est grâce à un système de dérogation.
C'est-à-dire que l'article 8, qui énonce ce principe général qu'on ne peut pas traiter des données personnelles risquant de faire apparaître toutes ces appartenances, est aussitôt suivi de dérogations. Il y en a une dizaine, alors de statuts différents, avec une articulation entre elles un peu compliquée, mais enfin en gros, d'abord, il faut que la finalité de l'enquête soit approuvée par la CNIL, parce que la loi de 78 a institué en même temps l'organe chargé de l'appliquer, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et donc c'est la CNIL, notamment pour les statistiques de la recherche publique et de la statistique publique, quand il y a des questions sensibles de ce genre, ce sont des questions sensibles, mais on a le droit de poser des questions sensibles à condition que la finalité soit acceptable, ce qui veut dire qu'une même question peut être rejetée dans un questionnaire et acceptée dans l'autre. Et par exemple, on a fait des enquêtes sur l'orientation sexuelle des personnes, parce que c'était des enquêtes sur la prévention du sida, par exemple, et voilà, il y a des enquêtes où on fait décrire le dernier rapport sexuel, c'est quand même difficile d'aller plus loin, mais il y avait une finalité, bien sûr il y a l'anonymat, et là la CNIL surveille de près les techniques d'anonymisation, la rapidité avec laquelle on anonymise l'enquête, même si la collecte peut être nominative au départ. Il y a également le consentement des personnes. Quand on pose des questions sensibles dans ce questionnaire, il faut que les personnes, sur une feuille à part, pas sur le document lui-même, parce qu'évidemment il ne serait plus nominatif, il ne serait plus anonyme, mais acceptent, disent qu'elles sont d'accord pour qu'on leur pose ce genre de questions, etc. Donc il y a toute une série de conditions. La qualité de l'opérateur, voilà, le fait que l'échantillon soit de taille suffisante, enfin, tout ceci sont également des causes annexes, en plus de la finalité du consentement et de l'anonymat. Et donc, moyennant quoi, on peut, on l'a déjà fait dans au moins 3 enquêtes de la statistique publique, poser des questions en clair sur la religion. Pendant longtemps, on disait, il y avait des questions sur le degré d'attachement à la religion ou de pratique, etc., sans dire de quelle religion il s'agissait. Maintenant, c'est fini. On peut poser des questions sur non seulement la religion de l'individu, mais celle de son conjoint, celle de ses parents, et voir ainsi s'il y a un renforcement ou au contraire une perte des références religieuses d'une génération à l'autre, par exemple. Tout ceci, maintenant, on peut le faire. On peut le faire depuis le début des années 2000. Et on le pratique quand même assez rarement. Le problème, c'est que ces percées juridiques très importantes, pour lesquelles nous avons beaucoup bataillé, ça a été une bataille de 15 ans. Mais enfin, ces données, après, il faut les mettre en pratique de façon régulière. C'est fait pour une partie du problème dans les enquêtes emploi, mais sur les questions de religion, là, c'est beaucoup plus intermittent. Donc, on a tout ça. On a l'idée qu'en gros, la moitié des musulmans culturels, comme on dit parfois en France, attachent beaucoup d'importance à la religion. Et ceci d'ailleurs varie aussi beaucoup en fonction des nationalités. L'immigration marocaine est beaucoup plus rurale que l'immigration algérienne. L'immigration algérienne est beaucoup plus atomisée. C'est en partie le fait que l'Algérie s'est urbanisée davantage que la Tunisie ou le Maroc, que le niveau d'éducation des Algériens est plus élevé, etc. Donc il y a un niveau de religiosité qui est nettement plus faible chez les Algériens que chez les Marocains, par exemple. Mais nos Marocains, en quelque sorte, sont quand même plus éduqués, par exemple, que les Marocains qui vont aux Pays-Bas, qui eux viennent souvent du Rif. Enfin, voilà. On commence peu à peu à avoir une idée de tous ces profils. Voilà quelques données. Alors, l'intégration. Comment mesure-t-on l'intégration? C'est un grand sujet. L'Union européenne a financé des quantités de recherches et de travaux sur cette question. Chaque année, maintenant, l'OCDE publie les indicateurs de l'intégration pour l'ensemble des pays de l'OCDE, en tenant compte de la première génération et de la seconde génération, en distinguant les étrangers et les immigrés. Enfin, on a vraiment maintenant des données comparables entre les pays. Alors, vous avez finalement 2 méthodes fondamentales qui ne donnent pas les mêmes résultats. Il y a d'abord une méthode, elle est pratiquée par exemple en Angleterre officiellement, une méthode assez statique qui consiste à à comparer à l'instant T les performances en quelque sorte des natifs et des immigrés. Par exemple, je sais pas, le pourcentage de ceux qui ont pu acquérir un logement, le niveau de salaire, le taux de chômage, etc. etc. Mais le problème, c'est qu'évidemment, les immigrés ont des dates de séjour qui sont extrêmement variables, et en réalité, pour mesurer l'intégration, il y a une variable fondamentale qui est la durée du séjour.
Et donc, ce que l'on pratique maintenant de plus en plus, c'est de regarder comment, au fil du temps, les communautés se rapprochent ou pas. Est-ce qu'au fil du temps, par exemple, le taux d'emploi des femmes se rapproche de celui des hommes? Est-ce que la connaissance de la langue a progressé au fil des années, etc. Et les premiers à avoir fait ce genre d'enquête longitudinale, c'est-à-dire que ça ne consiste pas, ça consiste à interroger les mêmes personnes au fil du temps. C'est lourd, c'est compliqué, hein. Il faut avoir des échantillons où on suit les personnes pendant plusieurs années, on les interroge à plusieurs reprises et on voit au fil du temps comment leurs pratiques évoluent, comment leur insertion économique et sociale, leurs pratiques culturelles, linguistiques, civiques, etc. évoluent au cours du temps. C'est un peu compliqué, c'est un peu long. L'adresse, la direction de la recherche et des études et de l'évaluation des études statistiques des affaires sociales avait fait une grande enquête qui s'appelle ELIPA, étude longitudinale de l'intégration des primo-arrivants, qui a duré 4 ans. C'est difficile de tenir sous observation les mêmes personnes pendant 4 ans. Elle est passée ensuite au ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur a maintenant une cellule statistique très performante, qui est de bonne qualité, dirigée par une inspectrice générale de l'INSEE, avec des chercheurs vraiment de bonne qualité. Et ils viennent d'obtenir l'accord pour faire une seconde enquête ELIPA, c'est-à-dire qu'on prend une promotion de migrants, on prend tous les gens qui ont signé le contrat d'accueil et d'insertion, qui maintenant a changé de nom, qui est un contrat républicain. Enfin bon, tous ceux qui sont entrés une année donnée, qui ont reçu leur titre de séjour une année donnée, et puis on les suit, on va essayer de les suivre pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour voir comment ça se passe. Il faut du temps pour l'intégration, et ça concerne uniquement la première génération. Il faut du temps, Alors les études canadiennes, qui elles sont très bien financées, durent plutôt 7, 8, 9 ans, montrent que c'est au bout de 7 ans, par exemple, que vraiment, par exemple, les personnes obtiennent un emploi conforme à leur diplôme. Vous avez une part importante des immigrés qui ont des diplômes de leur pays, mais à cause du problème de l'homologation des diplômes, la reconnaissance, vous voyez la question des médecins, par exemple, obtiennent des emplois qui sont sous-qualifiés par rapport à leur diplôme. Et il faut à peu près 7 ans pour que le médecin, au lieu de faire chauffeur de taxi, occupe vraiment un emploi de médecin. Je prends cet exemple un peu caricatural, mais qui est réel, hein, qui s'est vraiment posé au Québec, qui existe aussi chez nous, parce que, entre parenthèses, une partie des difficultés d'intégration tiennent aussi du fait qu'un certain nombre de groupes tirent parti de l'immigration. La profession médicale, par exemple, avec ses systèmes de barrières à l'entrée, son numerus clausus, etc., ces difficultés qui aujourd'hui se traduisent par des difficultés démographiques qu'on aurait pu prévoir quand même et que plusieurs démographes avaient déjà prévu de longue date, eh bien finalement, elle utilise tout un volant de médecins étrangers et elle l'ouvre de temps en temps, tous les 5 ans, quelque chose comme ça, son rythme régulier, des concours qui permettent à certains d'entre eux d'homologuer enfin leur diplôme. Donc il y a parfois un certain nombre de professions qui se ferment et qui utilisent les migrants en complément. Hein, justement, bon, ça c'est problématique aussi. Hein. Les interdictions professionnelles faites aux migrants permettent aussi à certains groupes de tirer parti de cette affaire. Qui profite, qui pâtit de l'immigration, il faudrait pouvoir l'étudier de façon systématique, secteur par secteur, métier par métier, et on aurait parfois des surprises. Alors, globalement, les immigrés, vous savez qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration. C'est vraiment à partir de 1851 qu'on est capable de mesurer ça, parce que c'est le premier recensement où il y a la question sur la nationalité. On faisait un recensement tous les 5 ans à l'époque. En 1856, on se préoccupait si peu de la nationalité que la question n'est même pas posée. Il y a plein de questions sur les maladies, les handicaps, combien de crétins, enfin des questions comme ça qui occupaient beaucoup l'attention à l'époque, mais la question sur la nationalité était sautée en 1856. Mais ensuite, elle est régulièrement posée et elle devient de plus en plus raffinée. Alors, en gros, le Second Empire double l'immigration. On manquait de bras, on avait un retard dans l'industrialisation par rapport à l'Angleterre. On a fait appel à qui? Eh bien, beaucoup aux Belges. Les Belges, c'est
ces Belges ont été très méprisés. Hein. Il faut voir les textes de l'époque. On n'avait pas l'idée que les Belges s'intégraient facilement. Hein. Ils avaient beau, alors les Flamands encore pire. Hein. Et il y avait vraiment des préjugés extrêmement forts. Mais enfin, ils sont nombreux dans l'agriculture, ils sont nombreux dans l'industrie textile, qui était déjà mécanisée, enfin, avec un travail à la chaîne extrêmement pénible, mais qui était très important dans l'industrialisation de la France, et puis dans la construction du chemin de fer. On fait ensuite appel, donc pendant le Second Empire, l'immigration double. L'autre grand moment, c'est après la Première Guerre mondiale. Là, tous les territoires du Nord sont ravagés. Il faut rappeler que les Allemands, avant de partir, ont noyé les puits de mines, ont démantelé les usines, les machines-outils performantes. Enfin, l'occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale a été extrêmement dure. Et c'est une des raisons pour laquelle la France a tellement tenu à avoir les réparations. Aujourd'hui, avec le recul du temps, c'est facile de dire que le traité de Versailles était trop exigeant, etc. Mais il faut voir les ravages qu'ont fait les Allemands dans notamment toute la partie industrielle du Nord, qui venait justement de faire de très gros investissements avant la guerre. Et là, les immigrés ont été absolument fondamentaux pour relancer les mines, pour reconstruire les usines, pour rebâtir les ports, l'industrie textile, etc. Bon. Et c'est en 1900, dans l'entre-deux-guerres, qu'on fait appel à une nationalité très particulière, les Polonais. Il y a un très grand afflux de Polonais. Ce n'est pas un afflux. Il y a la Société Générale d'Immigration, qui était en fait une émanation des charbonnages de France et de l'Union des industries métallurgiques et minières, et qui va lancer des missions de recrutement sur lesquelles on a des témoignages absolument saisissants dans les villages polonais. Les villages entiers étaient groupés comme ça, on mettait les hommes nus, on les faisait passer comme au conseil de révision, en quelques secondes on jugeait s'ils étaient aptes ou pas aptes, enfin, c'est assez impressionnant. Et il y a des récits de journalistes tout à fait incroyables. Les femmes, on regardait si elles étaient capables de traire, il y avait une importation d'ouvrières agricoles. Et ensuite, pendant 4 jours, ils partaient en train jusqu'au centre de Toul. À Toul, il y avait notre Ellis Island qui a vu passer plusieurs centaines de milliers de migrants. Et ce centre de Toul a été détruit, il n'y a plus de lieu de mémoire de la migration à Toul. Bon. Et là, ils ont travaillé beaucoup dans les mines, ils ont joué un rôle essentiel. Ce qui est très intéressant, très curieux, c'est que à la fin des années 30, quand arrive la crise, évidemment, l'opinion se retourne et devient très xénophobe. Elle ne l'était pas avant. En 1927, par exemple, vous avez une grande loi de naturalisation, la plus libérale qu'on ait jamais eue. Il fallait uniquement 3 ans de séjour pour devenir français. Et Vichy va défaire ces naturalisations. Il y a un grand livre sur les dénaturalisations faites par Vichy. Enfin, de 1927 à 1940, il y a à peu près 400 000 personnes qui sont naturalisées par cette loi très libérale. Mais avec la crise des années 30, l'opinion se... Et là, on renvoie les Polonais de force. Un grand nombre de Polonais sont renvoyés de force dans leur pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux texte de Saint-Exupéry, c'est Mozart qu'on assassine. Quand j'étais jeune, on le citait souvent, c'était un des grands textes humanistes, c'est Mozart assassiné. Eh bien, Saint-Exupéry écrit ça à la fin des années 30. Il relate une scène de 1937, il est dans un train, et il est justement dans un train de rapatriement de Polonais, et ce qu'il décrit, c'est le sort lamentable qui attend l'enfant obligé d'être rapatrié en Pologne avec ses parents, au lieu de pouvoir développer son potentiel en France. C'est ça le contexte de la phrase très fameuse de Saint-Exupéry sur « c'est Mozart qu'on assassine ». Bon. L'autre grande période d'afflux des migrants, c'est l'après-guerre. Alors pas tout de suite l'après-guerre, c'est plutôt à partir du milieu des années 50 que là, on embauche. Alors à la fois les Algériens et puis de plus en plus les Marocains. Les Algériens étaient déjà peut-être 100 000 à peu près dans l'entre-guerres, mais ils étaient mal recensés parce qu'ils étaient considérés comme sujets français. Le recensement les capte très mal. Mais après la guerre, les Algériens ont une liberté de circulation qui est reconnue, tout en étant quand même recensés. Et les Italiens continuent de venir. Tout au long de l'histoire, qu'on fait tout le bilan de l'apport de l'immigration en France, la nationalité la plus constante, celle qui aura apporté le plus de monde au pays, c'est incontestablement les Italiens. Les Belges sont très nombreux au total parce que ça a duré longtemps, en gros de 1850 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les Polonais, c'était des effectifs considérables. Viennent ensuite, bien sûr, les Espagnols, puis les Portugais,
les Maghrébins, maintenant l'Afrique subsaharienne, donc tout ça évolue. Mais quand on regarde, et il y a eu plusieurs livres, Patrick Veil a fait notamment évidemment des études très précises sur l'histoire de la politique migratoire en France. Dans les années 50-60, c'est de façon très explicite qu'on décide de faire venir des Espagnols et des Portugais pour compenser les Maghrébins. Il y avait un peu cette idée-là. Ils fuient le régime d'autarcie économique imposé par Salazar et Franco, qui avait engendré une stagnation, une récession absolument épouvantable. La pauvreté de l'Espagne dans ces années-là est absolument incroyable. C'est les Américains qui obligent l'Espagne à s'ouvrir, mais tous ces migrants partaient clandestinement. Ils n'ont jamais été considérés comme des réfugiés politiques, c'était un peu des réfugiés économiques, on pourrait dire. C'était un peu une catégorie mixte. Mais à cette époque-là, on ne se posait pas les questions de maintenant. Et puis on était en pleine expansion, c'était les 30 Glorieuses, et donc on régularisait presque immédiatement cet afflux considérable d'Espagnols et de Portugais. Je crois que c'est important de rappeler un peu toute cette histoire. Alors en même temps, évidemment, les choses ont changé, puisque le flot des Espagnols et des Portugais s'est tari vers la fin des années 70. Les pays sont entrés dans l'Union européenne, l'Espagne en 1986. Et du coup, un peu mécaniquement, avec le vieillissement, les décès des anciens immigrants, ce sont les Maghrébins qui sont devenus la population immigrée la plus importante en France actuellement. En gros, on avait au recensement de 1975, 15% à peu près des immigrés vivant en France étaient originaires du Maghreb ou de l'Afrique, 15%. Aujourd'hui, c'est 43%. En grande partie parce que le flot portugais, l'afflux portugais et espagnol s'est tari. Donc évidemment, pour l'instant, les subsahariens sont très très concentrés, donc très visibles à Paris, dans certains quartiers parisiens, mais globalement dans la France entière, ils sont encore peu nombreux. Si on revient à l'intégration, peut-être que je terminerai là-dessus, une des grandes difficultés que nous avons, on a plusieurs difficultés évidemment, c'est que quand on interroge les gens, les immigrés de la première génération ont conscience d'avoir gagné en migrant. Ils ont conscience que c'était une bonne décision qu'ils ont prise globalement. Alors évidemment, on n'interroge que ceux qui sont restés par définition, les survivants, comme on dit en démographie. Et enfin, ils ont eu un taux d'activité fort, ils avaient été recrutés au titre de la migration de travail, alors que la seconde génération a un taux de chômage plus élevé que la première. Ça, c'est vraiment le grand problème que nous avons. Alors, il y a deux éléments de contexte à prendre en compte. En 1973, nous arrêtons l'immigration de travail. En 1974. 1973, c'est la guerre du Kippour, c'est le quadruplement des prix du pétrole en quelques mois, et l'Allemagne d'abord en 1973, la France ensuite en 1974, mais suivie par la Suède, par d'autres pays, décide d'interdire finalement l'immigration directe de travail. Et du coup, les gens qui étaient là, déjà sur place, souvent des hommes qui n'avaient pas fait revenir leur épouse, sont coincés, ils n'osent pas repartir de peur de ne pas pouvoir revenir. Et un effet pervers de ce genre de décision, qu'aujourd'hui les économistes étudient beaucoup rétrospectivement, l'interdiction de l'immigration de travail, c'est d'avoir augmenté l'immigration. Ça, c'est alors typiquement le genre de décision dont on ne mesure pas les effets parce que les gens ne sont pas repartis. Il y avait une rotation dans l'immigration de travail qui était très importante. Les gens migraient pour un certain nombre d'années, puis ensuite revenaient chez eux acheter leur boutique, leur magasin, leur terre, leur maison, etc. Ça devient de plus en plus difficile. Et au lieu d'avoir la moitié de retour, on a un quart de retour, quelque chose comme ça. Et donc, ça gonfle le nombre des résidents. Et du coup, ces hommes qui sont là font venir la famille, l'épouse, ou fondent une famille. Et l'immigration, à partir de 1974, va être essentiellement nourrie par le regroupement familial. Il faut bien distinguer deux catégories de regroupement familial qui sont souvent confondues. Il y a d'abord, c'est laquelle on pense tout de suite, c'est que c'est un étranger ou une étrangère établi en France et qui a le droit, en fonction des conventions internationales des droits de l'homme, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, qui a le droit de faire venir sa famille pour mener une vie de famille normale, et cette famille a le droit de travailler si on veut que cette vie soit normale.
Ça existait déjà dans les conventions internationales, mais le Conseil d'État reconnaît, dégage ce principe, comme disent les juristes, dégage ce principe en 1978 avec le fameux arrêt Gisti, qui est un des grands arrêts de la jurisprudence du Conseil d'État. Enfin, donc souvent je lis que c'est Jacques Chirac qui a autorisé le regroupement familial, ou Valéry Giscard d'Estaing, ils sont la cible de l'extrême droite pour avoir commis cette abominable erreur. C'est absurde. C'était un principe général de droit qui a été reconnu à un certain moment, mais un peu partout en Europe et dans le monde, on a découvert à une certaine époque, et cette époque c'est la fin des années 70, que le migrant n'est pas seulement un travailleur, mais que c'est aussi un sujet de droit. Alors le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité des flux qu'on reçoit sont des migrants de droit. Ils viennent parce qu'ils en ont le droit. Et ça, c'est très difficile de lutter contre ça, c'est ce que j'explique dans mon livre. Tous ceux qui ont voulu réduire les titres de séjour, les 200 000 et quelques titres de séjour accordés chaque année aux non-européens, disent « Ah, il faudrait diviser ça par deux ». Et puis Nicolas Sarkozy l'avait déjà dit, non pas dans la précédente campagne présidentielle, mais déjà dans celle d'avant, mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il n'a rien pu faire là-dessus. Marine Le Pen, une semaine après la déclaration de Nicolas Sarkozy, avait dit non, il faut diviser ce chiffre par 10, et 15 jours après par 20, d'où les fameux 10 000. Alors, réduire de 200 000 à 10 000, ça veut dire une abolition, ça veut dire l'abolition de l'immigration légale. Oui, mais le problème, c'est que ce sont des conventions internationales. Donc, si vous voulez réduire, comment fait-on? Il faudrait se retirer des conventions internationales qui, elles-mêmes, sont la projection, la résultante de principes juridiques auxquels la France a fortement contribué. Convention internationale des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le palais de Chaillot, c'est 110 pays, c'est 60 sessions de travail. C'est pas une campagne électorale, comme il y en a beaucoup en Europe, qui, comme ça, d'un claquement de doigts, peut supprimer de pareilles choses. Le monde entier nous regarde. Enfin, donc, alors, ça nous contraint, mais en même temps, nous y avons souverainement souscrit. C'est un consentement souverain à une limitation de notre souveraineté. Ça ne s'analyse pas simplement comme étant une contrainte extérieure, un gouvernement des juges qui s'imposerait à nous, par exemple, comme on le lit parfois dans les... Voilà. Mais du coup, la marge d'intervention du politique sur ces titres de séjour accordés aux non-européens, elle est extrêmement réduite. Et quand on regarde son évolution au fil du temps, alors, j'avais commencé à dire qu'il y avait deux sortes de regroupement familial. Il y a le regroupement familial où l'étranger a le droit de vivre en famille, et puis il y a une autre forme d'unification familiale qui est que le fait que l'appelant, comme on dit dans notre jargon, qui cette fois est une Française ou un Français, a le droit d'épouser n'importe qui, y compris une étrangère ou un étranger. Et en faisant cela, il déclenche une migration que dans beaucoup de pays on appelle une migration matrimoniale, marriage migration. En français, dans la statistique officielle, il y a conjoint de français. Eh bien, cette migration matrimoniale, lancée par des Français qui peuvent eux-mêmes être d'origine étrangère, c'est plus que le regroupement familial stricto sensu appelé par un étranger. En gros, les quantités, elles sont très très stables au fil du temps, elles n'ont pas bougé avec quels que soient les quinquennats successifs. C'est 35 à 40 000 regroupements familiaux appelés par un étranger ou une étrangère et 50 000 à peu près migrations matrimoniales. Donc au total, on arrive à pas loin de... On est à 90 000. Voilà. C'est par an? Oui, tout ça c'est par an. Quand je vous donne des chiffres, tout ça c'est par an. Et c'est publié très régulièrement par la cellule statistique du ministère de l'Intérieur. C'est le fichier AGDREF, le fichier des titres de séjour harmonisé entre les préfectures, dont on dispose depuis la fin des années 90 seulement. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a pour faire 200 000? Il y a les étudiants, et les étudiants, c'est de loin, alors je parle des étudiants non européens toujours, et qui séjournent au moins pendant 1 an. Ils sont comptés comme immigrés. Alors les États-Unis sont à peu près le seul pays du monde qui refuse de compter les immigrants, les étudiants comme des immigrés, mais c'est une recommandation internationale de l'ONU depuis les années 50 que nous suivons. À peu près 20% des étudiants restent ou profitent d'un regroupement familial. Un tiers à peu près des étudiants restent finalement en France. Bon, ça varie évidemment selon les pays d'origine. Et ça a monté. La migration qui a le plus progressé dans le monde depuis une vingtaine d'années, de loin, c'est les étudiants. Nous faisons partie des 5 ou 6 pays qui essaient d'attirer le plus possible d'étudiants, avec bien sûr les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Australie. On a une agence, Campus France, qui est très dynamique et
qui a de très bons résultats. Bon. Là, c'est devenu un quasi-droit de pouvoir faire des études supérieures dans une université de qualité à l'étranger. C'est plus compliqué parce que souvent Campus France a des espaces dans les ambassades qui disent oui, votre dossier est bon, mais l'ambassade a des consignes pour dire non, non, il faut limiter les nombres. Donc il y a des espèces de quotas un peu implicites. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Il y a de la tension entre Campus France et les affaires étrangères sur ce plan-là, notamment dans les pays africains. Là-dedans, dans ce total des 200 000 titres, eh bien, la migration de travail, elle compte pour très peu. Et c'est vraiment très problématique. Il n'y a même pas 10% des 200 000 titres de séjour qui sont des titres accordés au titre du travail. Alors, un peu de façon dérogatoire, ou c'est parce que vous avez de hautes qualifications. J'enlève de ça la migration saisonnière qui revient chaque année, qui est une catégorie à part. Donc, dans les pays nordiques, par exemple, ce n'est pas 10% de la migration qui est migration de travail, c'est plutôt 20%. Au Canada, c'est 40-50%. Hein. Le Canada, qui a 2 fois moins d'habitants que nous, fixe non pas des quotas, mais des objectifs qui ne cessent de monter d'année en année. Ils annoncent 3 ans à l'avance le nombre de migrants qu'ils veulent avoir, y compris d'abord dans la migration de travail, et ils soumettent les gens à une sorte de concours de capital humain. Il faut posséder l'anglais et le français, avoir des années d'expérience professionnelle, avoir un diplôme du supérieur, et si vous remplissez ces conditions-là, vous êtes éligible. Et alors, pendant longtemps, ils appelaient ça le système à points, maintenant ça s'appelle le système express, et les familles accompagnant ces migrants sont admises immédiatement. Ils ont aussi un regroupement familial pour rejoindre les immigrés installés dans les années précédentes, donc toutes ces catégories sont fixées, mais ce sont des chiffres très élevés. Ils estiment que d'ici 3 ans, ils devraient atteindre 330 000 migrants. 330 000, il faut multiplier par 2 pour avoir l'équivalent en France. C'est donc 660 000. C'est comme si la France disait, nous nous fixons comme objectif de recevoir 660 000 migrants dans les années à venir. Le résultat, c'est que leurs migrants sont beaucoup plus qualifiés que nous. Une des caractéristiques de la France, c'est vraiment problématique, les économistes insistent beaucoup là-dessus, c'est que notre migration en moyenne, même si son niveau a augmenté au fil du temps, enfin à cause des étudiants notamment, mais quand même son niveau de qualification en moyenne est faible, notamment à cause des origines maghrébines, africaines, etc. Et il est nettement plus faible qu'en Grande-Bretagne, plus faible qu'en Allemagne. Et ça pose évidemment des problèmes d'accueil, d'intégration qui sont clairs. Et l'idée, si vous voulez, c'est que avoir supprimé, interdit l'immigration de travail, ça nous prive des migrants qualifiés du monde entier. Si vous voulez entrer en tant que migrant, il faut que votre entreprise d'accueil pose un dossier, c'est long, c'est compliqué, c'est pas transparent, alors que le Canada, vous allez sur le site du Canada et en 2 secondes, en 2 minutes, allez, vous savez si vous êtes éligible ou pas. C'est extraordinairement transparent et du coup, tous les gens intéressés savent que le site canadien est là et permet de répondre rapidement à des questions simples. Nous n'avons pas ça et du coup, nous sommes extérieurs au marché international des qualifications. Nous n'avons pas compris que le marché international des qualifications était quelque chose dont nous pourrions tirer parti. Et du coup, en faisant ça, nous faisons une espèce de sélection négative de la migration, hein, c'est comme ça que les économistes parlent, et qui donne une image aussi relativement négative de l'immigration, qui fait que, alors on va la réduire de plus en plus. Et on ne va surtout pas augmenter l'immigration de travail, car nous avons des chômeurs. Vous vous souvenez de la circulaire Guéant en mai, c'était en mai 2011, c'est ça, qui voulait réduire en gros de 6 000 à 3 000 le nombre d'étudiants étrangers qui, ayant obtenu un master ou un doctorat, pouvaient ensuite être embauchés pour 6 mois dans une grande entreprise française. C'était ça l'enjeu, parce que la loi Sarkozy de 2006 avait permis ça, avait permis une petite entroouverture pour l'immigration de travail. Et avoir 3 000 migrants qualifiés de moins alors qu'on a 3 millions de chômeurs, quel intérêt? Et c'était au nom de la lutte contre le chômage qu'on a fait ça. Et là, ça vous donne quand même, au passage, je vais peut-être terminer là-dessus, on a un grand problème avec les politiques, c'est qu'ils n'ont aucune idée des ordres de grandeur. Et ça, c'est un exemple typique. Hein. Les 3 000, c'était très important.
ou c'est 6 000 étudiants hautement qualifiés, parce que c'est la pointe des qualifications. Donc ce qui est au sommet de la pyramide, c'est important. Ça représentait le plus gros de l'immigration hautement qualifiée qu'on recevait en France. C'était justement ces étudiants de l'EPSCP, etc., de toutes ces... de la HEC, etc., qu'on accueillait. Donc les petits chiffres peuvent être très importants au sommet de la pyramide des qualifications, par exemple, mais c'est pas ça. C'est pas parce qu'on les ramène de 6 000 à 3 000 qu'on peut se flatter de lutter contre le chômage de masse qui sévit en France. Donc les politiques sont très mal formés à tout ça, ils n'ont pas le sens des ordres de grandeur. Et la dernière illustration de ça, je terminerai là-dessus, c'est l'asile. Le président Macron a, en réplique aux attaques italiennes, a dit « mais la France est le deuxième pays d'Europe pour l'accueil des demandeurs d'asile ». Le problème, c'est que c'est complètement faux. C'est totalement erroné. Le vrai calcul, il ne faut pas raisonner en chiffres absolus quand on compare des pays de taille inégale. C'est un principe fondamental en démographie et en économie aussi. Et donc, ce qui se passe en réalité, et ça, ce sont les données d'Eurostat que les pays européens ont tenu à intensifier. Tous les 3 mois, on a maintenant des données très précises sur les demandeurs d'asile, la façon dont ils sont traités, etc. Enfin, c'est pour tous les pays d'Europe. L'OCDE ajoute également les données pour d'autres pays. On sait maintenant, on sait tout ça. Et quand on regarde ces statistiques et qu'on les lit bien, eh bien, il faut regarder le nombre de protections qu'on a accordées à des demandeurs d'asile, en ajoutant la Convention de Genève et la protection subsidiaire, en ajoutant première instance et seconde instance, et rapporter ça per capita, par million d'habitants, par exemple. Et par million d'habitants, qui vient en tête, c'est la Suède ou l'Allemagne. La Suède, en 2016, 7000 protections accordées pour 1 million d'habitants, et l'extrême opposé, c'était la Pologne, 70. C'était 10, 700 fois moins. Vous avez des écarts de 1 à 700 dans l'accueil, dans les décisions positives données aux demandeurs d'asile en Europe. Et la France, elle, donc, quand on prend cet indicateur, elle est à 500 et quelques, très en dessous de la moyenne européenne. En 2016, nous étions au 16e rang. Et en 2017, puisqu'on a les données depuis quelques semaines, nous sommes au 13e rang, mais avec des chiffres qui sont plus... Donc, et alors du coup, on est au même rang que l'Italie. On n'a aucune leçon à donner à l'Italie. L'Italie n'a aucune leçon à nous donner. Enfin, je crois qu'il faudrait vraiment... on a des leçons sans doute à apprendre de quelques autres pays nordiques peut-être, mais en tout cas, quand on fait des comparaisons européennes, il faut les faire à bon escient avec de bons indicateurs. Et là aussi, il faut essayer de manier les ordres de grandeur. Mais bon, l'asile, c'est encore une toute autre question qui n'était peut-être pas celle que vous souhaitiez aborder. Alors, moi, j'ai une première question à vous poser parce que, au fond, on a l'impression que le problème de l'intégration, c'est un peu une injonction qu'on fait aux immigrés d'adopter notre mode de vie, nos façons de faire, etc. Et que cette injonction n'est pas bien reçue par des gens qui sont d'une culture totalement différente. Comment le démographe analyse-t-il cela ? Pierre-Yves Cosset, on entend et on lit des propos selon lesquels l'intégration se ferait aujourd'hui dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'il y a 20 ans, beaucoup plus lentement. On parle des petits-enfants, que ce soit dans le domaine de l'emploi, du logement ou des comportements religieux. Alors comment peut-on compter, apprécier, est-ce que c'est un phénomène vrai, que l'intégration pose beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus lente qu'à une certaine époque. Bien sûr, c'est lié au taux de chômage, je pense. Oui, une question tout à fait reliée à la précédente. Hakim El-Karoui prétend, on sent que ce chiffre est une valeur scientifique, que 70% des enfants d'immigrants sont correctement intégrés et que 30% ne sont pas correctement intégrés. Est-ce que dans les données plus scientifiques et plus précises que vous avez, c'est vérifié ou c'est infirmé? Écoutez, je vais commencer par la dernière question. Hakim El-Karoui se fonde sur une enquête de l'Institut Montaigne, qui est une bonne enquête. Elle a été critiquée par certains chercheurs sur certains points, l'échantillonnage,
le libellé de certaines questions. Enfin, c'est assez classique. Quand un chercheur se penche sur le questionnaire du concurrent, il trouve toujours à redire, mais c'est comme ça que fonctionne la science par... la controverse fait un peu partie de la recherche scientifique. Il faut toujours douter, et les gens ont parfois tendance à douter davantage de la science de l'autre que de la leur. Mais bon, c'est... Non, l'enquête de l'Institut Montaigne est une bonne enquête. Elle a été faite sérieusement. Hakim El-Karoui a supervisé une enquête qui a été menée par un doctorant très qualifié. Et moi, je connais bien cette enquête. Et, donc, dire que ce serait peu scientifique par rapport à d'autres travaux plus scientifiques, je ne dirais pas ça. Hein. Je dirais que... alors après... Il y a l'interprétation, évidemment. Le grand problème, c'est qu'on dresse des typologies à partir de toute une série de questions, et il distingue une série de groupes bon. Et oui, il y a un certain nombre de questions, d'attitudes, etc., qui sont vraiment problématiques. Il y a effectivement, dans une partie de la jeunesse d'origine musulmane, des comportements, des attitudes qui sont vraiment problématiques. Enfin, moi, je n'ai jamais nié ça. Hein. Je trouve que c'est vraiment fondamental. Alors, c'est un problème, je dirais, plus sociologique que démographique. Enfin, mais la démographie doit... Enfin, moi, je n'ai jamais fait de démographisme. Hein. Tout n'est pas affaire de nombre. L'ancrage social est essentiel. Donc, alors, maintenant, après, quelles sont les causes? Bon, alors là, il y a tout un débat. L'enquête Trajectoire et Origine a montré, ça c'est également scientifique, il y a incontestablement une relation entre ce genre d'attitude et l'expérience des discriminations. Je ne dis pas que ce soit le facteur déterminant, mais ça compte. Hein. La discrimination, ça se mesure de façon très rigoureuse. À âge égal, à diplôme égal, est-ce que vous avez les mêmes chances d'être recruté, d'être promu, d'avoir accès à tous les biens que la société vous réserve, le logement, l'éducation, etc. Bon. Et là, et ça c'est l'INSEE qui a fait régulièrement ces études grâce notamment aux variables qu'on a réussi à introduire dans les questionnaires, que les enfants d'immigrés, oui, se heurtent à des problèmes de discrimination, ça c'est clair. Bon, des économistes ont essayé de voir un peu plus loin, voir mais est-ce que ce ne serait pas certains comportements, le manque de respect des codes sociaux qui peuvent aussi compter dans l'embauche, des choses comme ça. Et leur conclusion, c'est que non, ça joue, mais enfin, mais pas du tout au même titre que l'origine. Ce que montre l'enquête Théo, qui avait obtenu le droit de poser des questions sur la religion, c'est qu'il y a une discrimination spécifiquement sur l'islam qui peut s'ajouter à la discrimination concernant spécifiquement l'origine géographique, l'origine culturelle. Elles peuvent s'additionner, ça ne se recouvre pas, ce n'est pas synonyme. Donc on a intérêt... Et là, une autre enquête de l'Institut Montaigne, menée par Marie-Anne Valfort, via LFORT, a fait des testings en variant les caractéristiques du candidat, qui pouvait avoir un nom arabe mais être libanais maronite, ou avoir un nom arabe et être libanais musulman. Enfin, il y avait comme ça des petites subtilités assez astucieuses. Et là encore, confirmation, il y a réellement elle avait aussi introduit la religion juive, des indicateurs d'appartenance à la religion juive, du genre activité dans les scouts juifs de France, ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi une discrimination à l'égard des juifs, moins forte qu'à l'égard des musulmans, etc. Bon. L'enquête Théo a montré aussi qu'il y avait un racisme anti-blanc, mais qu'il est relativement ponctuel et qui n'a pas la même force, le même caractère systématique que celui qui peut exister à l'égard des musulmans. Toutes ces questions-là, vous savez, c'est comme l'histoire de l'islamophobie, tout existe. Et moi, je ne pense pas que ce soit en chambre, dans le confort de son cabinet, qu'on puisse trancher si l'homophobie existe ou pas, si le racisme blanc existe ou pas, etc. Il faut poser les bonnes questions aux bons échantillons et puis mesurer l'ampleur, la fréquence de ces choses-là. Ben, tout existe. Après, c'est tout le problème, c'est de voir est-ce que c'est vraiment très structurel, est-ce que c'est ponctuel, est-ce que c'est... Voilà. Donc oui, il y a tout un travail à faire sur l'organisation de l'islam. Et là, Hakim El-Karoui, la réussite scolaire passe à la fois par la qualité de l'apprentissage scolaire, etc., puis aussi par la qualité de l'héritage culturel qui est transmis par toutes sortes de pratiques depuis les parents.
Hein, les conversations à table, la culture historique, la fréquentation des monuments, enfin bon, tout ça compte aussi, ça a été montré par les sociologues de l'éducation de longue date. Et ça, cette transmission-là, elle est quand même très difficile chez les parents d'origine maghrébine, par exemple, qui ont d'autres références. Donc oui, le rattrapage, il y a un défi formidable à faire. Maintenant, quand on regarde la première génération, l'intégration, finalement, c'est quand même faite. Alors, c'était des circonstances différentes, et c'est quand même l'intégration par l'emploi qui reste le premier vecteur. Donc, c'est vrai qu'autrefois, il y a eu beaucoup d'intégration qui se faisait par les syndicats. Les syndicats de mineurs ont intégré les Polonais, les Marocains, etc., les syndicats Renault, enfin voilà, l'industrie automobile, etc. Ça manque. Hein. Il y avait les municipalités communistes qui avaient leur manière d'intégrer, il y avait, bon, c'est vrai, et puis l'armée, bien sûr, qui avait aussi... donc, toute cette intégration un peu institutionnelle a beaucoup baissé. Et maintenant, on s'adresse à l'individu avec des injonctions en lui disant « mais respectez les valeurs, prêtez serment ». C'est une idée qui est souvent alléguée. C'est beaucoup plus difficile. Et puis, il y a les sollicitations de tous les médias, Internet, etc., qui font que la coupure avec la communauté d'origine est moins fréquente. Alors, ce que montrent maintenant les chercheurs, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des pratiques transnationales. Beaucoup de familles vivent dans deux univers culturels à la fois, reviennent beaucoup plus facilement au pays qu'autrefois. Alors les champions de ça, c'est les Portugais. Les Portugais ont un niveau d'éducation faible, ils entrent dans les métiers mais par l'artisanat, etc. Ils ont peu recours au système éducatif comparé aux autres communautés, comparé aux Espagnols par exemple, c'est très très variable, mais ils ont un taux de chômage inférieur même à la moyenne nationale grâce à l'embauche par relation personnelle dans les métiers par exemple de la construction. Hein. Et ils fréquentent beaucoup leur pays d'origine, ils y vont fréquemment, ils y construisent. Il est fréquent de voir des enfants de familles portugaises, alors c'était fréquent, maintenant ça commence à baisser, qui passaient des années avec les grands-parents au Portugal avant de revenir en France. Enfin, il y avait des va-et-vient. Ça, c'est ce qu'on appelle des pratiques transnationales, qui sont de plus en plus étudiées par les chercheurs. Et l'expérience montre qu'on peut être intégré dans deux sociétés à la fois aussi. Il ne faut pas négliger ses capacités à s'intégrer dans deux sociétés à la fois. Voilà. J'ai peut-être... mais alors, comment mesurer le fait que l'intégration serait plus difficile maintenant qu'avant ? Alors, d'abord, les mesures d'intégration, on ne les faisait pas très bien. Il y a eu plusieurs grandes enquêtes, mais il n'y avait pas de système continu de mesures comme on en a maintenant. Maintenant, quand vous avez la série de l'OCDE, vous avez vraiment des séries très régulières, très homogènes, comparables d'un pays à l'autre. Ils montrent en gros que les problèmes sont les mêmes à travers toute l'Europe. Il y a l'Angleterre qui fait mieux dans l'intégration parce qu'elle filtre davantage ses migrants et qu'elle a, si vous voulez, tout cet énorme background qu'est le nouveau Commonwealth. Bon, et puis en même temps, elle est protégée par son insularité. On voit bien, par exemple, en termes d'asile, elle fait encore 2 fois moins bien que la France en ce moment, par million d'habitants. Donc c'est un cas un petit peu à part. Mais en gros, le surchômage des enfants d'immigrés, la sous-qualification, le fait de couper des emplois qui ne sont pas au niveau du diplôme, une certaine lenteur à apprendre la langue, mais finalement, au bout de 7-10 ans, ça se fait. Tout ceci s'observe vraiment dans tous les pays continentaux. Et la France a une position, là, de ce point de vue-là, tout à fait moyenne par rapport à ce qui se passe aux Pays-Bas, en Espagne, même si ce n'est pas le même cycle migratoire, la même étape du cycle migratoire, en Belgique, même la Finlande a aussi des problèmes d'intégration avec ses immigrés. La Suède, qui a accueilli énormément de réfugiés depuis 20 ans, connaît les mêmes problèmes d'intégration, de mesures. Donc voilà. Mais comparer ce qui se passe maintenant et ce qui se passait autrefois, c'est difficile. Autrefois, on admettait que les familles puissent entrer sans rien savoir de la langue, et c'était les enfants qui entraient à l'école et qui apprenaient la langue et aidaient leurs parents. Aujourd'hui, il y a une tendance à exiger de plus en plus que les gens soient intégrés avant même d'entrer. Ce qui est un peu absurde. Il faut quand même du temps pour que la socialisation et l'intégration se fassent. Il y a une proportion chiffrée qui a été évoquée. Vous n'avez pas dit ce que vous en pensez, 70-30. Mais après, vous savez, ces questions-là, intégrées, pas intégrées, vous avez des quantités de domaines de la vie sociale où c'est quand même très difficile.
Combien y a-t-il de handicapés en France? Tout va dépendre de la sévérité du handicap et des critères que vous allez prendre. Combien y a-t-il de riches? Combien y a-t-il de pauvres? Combien y a-t-il de gens en bonne santé ou en mauvaise santé? Vous n'allez pas diviser la France entre les gens en bonne santé et les gens en mauvaise santé, parce qu'en réalité, tout va dépendre des critères que vous utilisez. Donc ce qu'il faut, c'est prendre un critère, même s'il est assez arbitraire, mais dont la définition puisse être bien connue, et le suivre au fil du temps pour voir si ça se dégrade ou ça s'améliore. Mais pouvoir dire comme ça, dans l'absolu, à l'instant T, il y a tant de personnes intégrées, tant de personnes pas intégrées, c'est aussi difficile que de dire il y a tant de riches, tant de pauvres, ou tant de gens en bonne santé comme en mauvaise santé. Vous voyez, d'autant que l'intégration, c'est quand même multidimensionnel. Pour être intégré économiquement, mais pas culturellement. Pour être intégré culturellement, mais pas économiquement, etc. Enfin, il y a plusieurs dimensions et qui ne vont pas toujours de pair. Professeur, auriez-vous la gentillesse de nous donner vos deux principales convictions personnelles en ce qui concerne la réforme et la transformation de notre modèle d'intégration, s'il vous plaît, et vos convictions personnelles? Je ne sais pas si mes convictions personnelles... moi, je suis très prudent, hein, mais en gros, pour répondre à votre question, je pense qu'une des grandes difficultés de l'intégration, c'est l'excessive concentration géographique des migrants de certains groupes. L'INSEE a bien étudié la question. Quand on regarde les nouveaux arrivants récents, par exemple les Algériens, qui restent le groupe le plus important dans le nombre des entrées, où vont-ils? Quelle zone choisissent-ils pour se fixer? Eh bien, les zones qui autrefois, dans les années 60-70, étaient riches en emplois, mais qui ne le sont plus maintenant. Bon. Alors, quels sont les critères qui font que les migrants choisissent leur lieu de résidence? En gros, il y en a trois. C'est la présence des compatriotes, la diaspora déjà existante, qui permet évidemment d'accueillir les gens et qui, au début, allège le coût, qui n'est pas un coût nécessairement économique, mais le coût de l'information, apprendre et être au courant des opportunités d'emploi et ces choses-là. Donc, mais au bout d'un certain temps, la communauté d'accueil, elle peut aussi vous emprisonner. Et il est très important, et ça c'est une conviction personnelle, que nous puissions faire en sorte que les migrants, le moment venu, puissent s'émanciper de leur communauté ou de leur diaspora. Ça, je crois que c'est vraiment très important. Ça, c'est le premier critère qui fixe là. Le deuxième, c'est aller là où il y a de l'emploi. Alors aux États-Unis, on le voit très bien, les migrants s'installent quand même surtout là où il y a de l'emploi. Et ce sont les zones économiquement les plus dynamiques et aussi les plus d'immigrés aux États-Unis. Cette corrélation est très forte. Elle est beaucoup plus faible chez nous, malheureusement. Donc, c'est pas à Détroit où on n'est pas d'immigrés. Vous avez des Noirs, mais on n'est pas d'immigrés. Très peu. Les immigrés vont dans les zones les plus dynamiques économiquement. Et puis le troisième critère de choix de la résidence, c'est le coût du logement. Et là, nous avons une politique de logement social. Et cette politique de logement social, alors c'est une conviction qui n'est pas du tout partagée par certains de mes collègues, peut-être la même là. Mais je pense que nous avons une politique qui tend à fixer les gens, alors qu'il faudrait au contraire les encourager à la mobilité résidentielle. Donc une partie des migrants installés dans ces zones d'habitat déjà très surchargés en immigration vont déménager. Ça, l'INSEE a montré qu'il y a plus d'immigrés ou d'enfants d'immigrés qui déménagent qu'on ne le croyait, donc il y a un mouvement quand même, hein, mais du coup ce mouvement fait une espèce de filtre de sélection négative et ceux qui restent entre eux et ce sont les plus immobiles et les moins qualifiés, etc. qui restent. Donc là, alors c'est compliqué la politique de la ville. Hein. Vous avez vu déjà le débat récent entre M. Borloo et le président Macron. On a essayé beaucoup de choses. Je pense que la politique de la ville, enfin moi, je connais bien les banlieues parisiennes, si elles n'avaient pas été faites, les choses auraient été pires. Il y a eu quand même des réhabilitations considérables, on a abattu des tours, des bars, on a coupé des bars, on a, je trouve, beaucoup amélioré la qualité de la vie dans nos banlieues, hein. Enfin, vraiment, en l'espace de 20 ans. Donc si on ne l'avait pas fait, je pense que la situation aurait été pire. Mais évidemment, on attendrait des résultats plus forts. La concentration excessive de la migration pose d'énormes problèmes dans les écoles, c'est absolument clair. La diversité, c'est une bonne chose sans doute, mais lorsque les maîtres ou les professeurs ont vraiment
d'énormes tâches à accomplir et la charge qui pèse sur les épaules est tout à fait excessive dans certaines zones. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir davantage à la concentration géographique des migrants. Voilà une conviction. Michel Ferrand, merci beaucoup pour tous les éclairages chiffrés qui sont extrêmement précieux. Je voudrais venir sur un terrain où je suis plus désemparé lorsque je vous écoute, qui n'est pas celui des chiffres, mais qui est celui d'une dimension affective. Je suis très marqué par le dimanche de Bouvines de Georges Duby, qui marque la naissance de la nation française par le fait que toute une région géographique de ce qui va être la France vibre à l'annonce d'une victoire, et il dit voilà la nation française qui s'éveille, le peuple qui se constitue, et qui définit le peuple comme étant un groupe humain qui raisonne et réfléchit et éprouve de la même façon. Donc ça c'est la première dimension, et sur cette dimension-là, beaucoup de Français natifs, de souche, appelons-les comme on veut, sont très désemparés aujourd'hui lorsqu'ils voient qu'une partie de la population, en général d'origine arabo-musulmane, est à contre-courant de ce qu'éprouve le reste du pays. L'exemple typique, c'est le match de foot sifflé, le drapeau sifflé, enfin, ce genre de choses, sans parler des attentats terroristes et du reste. Donc, on va dire une forme de haine à l'encontre de ce que représente ce qui réunit affectivement le reste du pays. Bon, ça c'est le premier paramètre. Le deuxième point sur lequel je voudrais également intervenir, c'est la question de l'école. Sur l'école, vous avez dit qu'il faut casser les regroupements trop importants parce que ça pose des difficultés. Moi, j'ai une expérience personnelle puisque j'habite une banlieue qui est aisée, Saint-Cloud, et dans cette banlieue, il y avait très peu de population immigrée. C'est en train de changer du fait de l'application de la loi SRU, etc. Et ce que vous décrivez dans les grands ensembles se retrouve en réalité dans ce type de banlieue où on se dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème puisqu'on va dissoudre le problème, mais ça se fait à des niveaux plus fins de concentration. C'est-à-dire que vous construisez un HLM, les enfants qui sont dans ce coin-là atterrissent dans une école en particulier du fait de la sectorisation. Le niveau de cette école s'effondre et on va dire les natifs migrent dans une autre école. Et en réalité, c'est exactement le même problème, mais de façon plus fine, plutôt que sur un département entier. Donc je ne suis pas certain que l'on réussisse par dilution à résoudre les problèmes que vous citez. Je voudrais vous poser le paradoxe suivant. Je pense que les gens quittent le pays A pour le pays B parce qu'ils pensent que le pays B sera mieux pour eux que le pays A. Pourquoi, une fois qu'ils y sont, essayent-ils par tous les moyens de transformer le pays B en pays A ? D'abord une question technique et ensuite une question de fond. La question technique, quand vous parlez de la population immigrée, première génération et leurs enfants deuxième génération, c'est une population, finalement, c'est pas l'immigration polonaise, espagnole, etc. Compte tenu de la définition qui est donnée du migrant, c'est essentiellement de l'immigration africaine. Première question. Essentiellement, puisque ça remonte à peu près aux années 60-70, parce qu'après, on est bien au-delà de la définition qui est donnée. Bon, c'est ma première question. Ma deuxième, rapidement, vous parlez des pays où on est forcé l'immigration. Il y a des pays qui n'acceptent aucune immigration, le Japon. Il y en a peut-être d'autres. Troisièmement, compte tenu des chiffres que vous donnez, qui sont considérables, puisque ça représente un Français sur 4, et encore on compte que première, deuxième génération, pas la troisième qui est pourtant là, donc on augmente encore les chiffres. Est-ce que ceci aboutit quand même, on est bien obligé de le constater, à une société française un peu fracturée, des ghettos, des zones de non-droit, etc. Or, cette immigration, est-ce que vous le confirmez, continue à augmenter. 270 000 titres de séjour en 2017 contre 120 000 en 1995, 110 000 demandeurs d'asile aujourd'hui contre 20 000 en 1997. Est-ce que vous pensez que l'augmentation de cette immigration, compte tenu de la fragilité de la cohésion nationale déjà aujourd'hui, n'est pas susceptible d'empirer le problème ? Bonjour, je m'appelle Salimata Sissoko et je suis, comment ça s'appelle, je suis une femme immigrée, comme vous voyez, et donc j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Ce qui m'a surtout frappé, c'est le fait que les immigrés, les immigrés de la première génération, que de la part, enfin,
d'après la loi de Giscard d'Estaing, que le regroupement familial, et moi je suis issue de le regroupement familial, donc le regroupement familial, les femmes qui venaient pour s'occuper de la cuisine, parce que leur mari, quand il partait en Afrique, il restait presque 6 mois, 1 an sans venir travailler. Donc ce qui fait que ça bloquait le travail en France. Donc on leur avait dit d'amener leurs femmes pour éviter que les hommes ne partent et restent 6 mois. Et voilà. Donc du coup, nous qui sommes arrivés, on devait rester à la maison pour faire à manger pour nos maris qui vont travailler, et on faisait des enfants. Et nos maris, quand ils revenaient le soir, ils étaient fatigués. Donc moi, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Bon, vous avez dit que les jeunes filles sont plus intégrées que les jeunes garçons. Pourquoi? Les jeunes filles sont souvent restées à côté de leur maman pour faire la cuisine, le ménage et tout. Donc ce qui fait qu'elles sont plus à l'écoute de la famille. Et les garçons, les papas, ils sont fatigués. Quand ils viennent, ils sont très fatigués, ils dorment. Et le lendemain, il fallait se lever pour aller travailler. Non, l'immigration actuellement n'est pas essentiellement africaine. Je vous ai donné le chiffre tout à fait au début. Quand on prend l'ensemble des résidents, je ne parle pas des flux récents, on a 43%, c'est le chiffre au dernier recensement, 43% des immigrés vivants recensés en France actuellement sont soit maghrébins, soit originaires du reste de l'Afrique. Voilà. C'est 43%. Bon. Mais là-dedans, le Maghreb représente plus de la moitié. Hein. C'est vraiment. Il faudrait que je regarde les chiffres, mais c'est peut-être à peu près la moitié. Alors, le Japon, oui, il y a des pays avec très très peu d'immigration. Le japonais, ça commence un peu maintenant. Ils sont très très attachés à leur homogénéité ethnique. Hein. C'est ça qu'ils m'invitent souvent parce qu'ils veulent avoir le secret de la fécondité française. Et moi, je leur dis d'accord, mais vendez-moi en échange le secret de la longévité japonaise. Bon, il y a un peu l'idée qu'il y a une thèse qui est assez répandue au Japon, Robots versus Migrants, qui est l'idée que plutôt que de faire appel au travail immigré, on va développer les robots. Le grand problème de la société japonaise, c'est son vieillissement. C'est actuellement la société, le pays le plus vieilli au monde. Remarquez que la France l'était dans les années 30. En 1930, le record mondial du vieillissement, c'était la France. Et le baby-boom a tout changé. Mais bon, le Japon, c'est très curieux parce que le Japon, pendant la période militariste, pendant la guerre, etc., le Japon a déplacé des dizaines de millions de personnes, y compris des colons japonais installés en Mandchourie, installés dans le sud-est asiatique, etc. Enfin, il n'y a pas eu plus colonisateurs et déplaceurs de population que le Japon dans toute cette période-là. Et les chercheurs américains et hollandais notamment sont en train d'étudier tout ça. Ce sont des dizaines de millions de personnes qui ont été déplacées par le Japon. Alors, bon, ils ont dû rentrer chez eux, ils ont dû rapatrier tous ces gens-là, une bonne partie, etc. C'est une histoire assez compliquée. Moi, je ne pense pas, je vais au Japon de temps en temps, il y a une grosse polémique sur l'importance de l'immigration. Elle commence à arriver. Alors bon, c'est l'immigration coréenne, c'est l'immigration philippine, mais il y a d'autres grands pays. Si vous voulez, les grands pays, c'est-à-dire les pays, les géants démographiques, ils ont souvent peu d'immigration et peu d'émigration. Alors, prenez les États-Unis, grand pays d'immigration, mais quasiment pas pays d'immigration. Le Brésil est très proche du Japon, très peu d'immigration au Brésil. Le Nigeria, qui fait à peu près la moitié de la population américaine, hein, c'est 191 millions d'habitants au dernier recensement, très très peu d'émigration, parce que en fait, ces grosses planètes sont suffisamment grandes pour attirer leur propre population. La Chine a très peu d'émigration. Ça paraît étonnant, parce que les diasporas chinoises nous frappent, mais en réalité, l'ensemble des diasporas chinoises, c'est même pas 1,5% de la population chinoise. Parce que ces planètes sont suffisamment grosses pour retenir leur population. Et c'est la migration interne. C'est la migration interne qui réalise les plus grands déplacements. Il n'y a pas de modèle, alors que le Luxembourg, lui, est à 40% d'immigrés, quelque chose comme ça, sans compter les frontaliers. Les îles
émigrent énormément un peu partout dans le monde, que ce soit dans le Pacifique ou dans les Antilles. Quand vous regardez, et puis vous avez un cas tout à fait extraordinaire, c'est celui des pays du Golfe. Je rappelle que dans les pays du Golfe, vous avez plus de 80% de la population qui est immigrée. Au Qatar ou aux Émirats, Doha, enfin toutes ces villes champignons n'ont pas été construites par n'importe qui. Et ces pays-là organisent des migrations purement de travail, de rotation, interdiction du regroupement familial, comme le faisaient les pays communistes avant la guerre, mais pas du tout dans les mêmes quantités. Et on a toute une série de modèles migratoires, de systèmes migratoires très très différents, très complexes. Une de mes ambitions, c'est de pouvoir justement il faut qu'on travaille davantage sur ce qui se passe dans le Golfe. Est-ce que cette évolution va continuer ou pas? Donc on a des pays avec 90% de migrants et qui continuent néanmoins d'avoir leur identité. C'est ça qui est assez bizarre. Alors quand on voit les Japonais qui, dès qu'ils voient un étranger, disent « Oh là là, notre culture est menacée », enfin, moi je leur ai dit, avec toute la courtoisie qui sied au Japon, mais enfin, quand on débarque au Japon, à la seconde même, on est saisi par la prégnance de la culture japonaise. Ils ont résisté à la modernisation de l'ère Meiji, ils ont résisté à l'américanisation au lendemain de la guerre, ils peuvent très bien résister à la présence de 500 000 immigrés. C'est vraiment pas ça qui va couler leur culture. Donc, mais tout ce débat est en cours actuellement au Japon. Et moi je pense que d'ici 30 ans, 40 ans, peut-être que les choses auront beaucoup changé. Alors, les 200 000 titres de séjour qui sont devenus 267 000 à cause de la vague migratoire récente, après avoir longtemps stagné, c'est 0,3% de la population, 0,4% de la population. On est capable d'absorber ça, d'autant qu'il y a des pays qui ont fait beaucoup plus. Donc, est-ce que, pour revenir à Bouvines, l'idée que, bien sûr, nous sommes tous attachés aux nations, et le football est un grand moment, et moi je vibre quand j'entends la Marseillaise, ça me fait quelque chose. J'aime bien regarder le défilé du 14 juillet, etc. etc. Bon. L'autre jour, c'était il y a quelques mois, j'ai rencontré en Iran, je suis allé en Iran, rencontrer les démographes iraniens. Et les vieux démographes iraniens ont été formés en France. Il y en a un qui me dit, moi j'ai travaillé à Strasbourg, je suis musulman, mais chaque dimanche j'allais à la cathédrale de Strasbourg tellement je la trouvais magnifique. C'est tellement beau que j'aimais aller à la cathédrale de Strasbourg la contempler. Et vous avez des témoignages comme ça assez étonnants. On peut avoir... je ne partage pas le pessimisme consistant à dire que nécessairement l'immigration actuelle nous fracture. Quand on lit les historiens, et il faut les lire, lisez ce qui se disait des Polonais. Janine Ponti, la grande historienne de l'immigration portugaise, cite des textes extraordinaires de préfets de l'époque qui, en 1928, en 1937, vous disent « mais les Polonais sont totalement inassimilables ». Et leur catholicisme est dangereux pour nous parce que c'est un catholicisme différent du nôtre. Quand ils vont à la messe, ils restent debout dans l'allée centrale au lieu de s'asseoir. Ils amènent leurs propres prêtres, ils ont leurs propres journaux. Il y avait des dénonciations extrêmement virulentes de ce qu'on n'appelait pas encore le communautarisme à l'époque. Et une des raisons pour lesquelles on a expulsé les Polonais, c'est que c'était les derniers arrivés, on s'est dit, ils ne sont pas assimilables. Bon, aujourd'hui, plus personne ne va dire que les Polonais sont inassimilables. Moi, je viens du bassin potassique alsacien, vous allez dans les cimetières, vous avez quantité de non-polonais, et plus personne ne se demande s'ils étaient assimilables ou pas. C'est une affaire de temps. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde comment étaient perçus les Espagnols, comment étaient perçus les Polonais, etc., on a exactement les mêmes textes qu'aujourd'hui, et pire encore. C'était des sauvages, c'était des barbares, ils n'étaient pas assimilables, ils étaient étrangers à notre civilisation. Quand les Juifs de Galicie, victimes des pogroms tsaristes, sont arrivés entre 1905 et 1915, c'est eux qui ont fondé le Marais. Ils étaient même perçus par les Juifs assimilés comme étant extrêmement inquiétants et dangereux. Il faut lire tous ces textes-là. Quand vous lisez tous les textes sur la perception des migrants, vous apercevez qu'il y a toujours un groupe qui sert de repoussoir. Et qu'ensuite, au fil du temps, quand arrivent d'autres groupes,
Ce rôle est pris par d'autres. Et donc, donc il y a un travail à faire des deux côtés. Mais enfermer les gens dans leur culture, dans leur civilisation, en disant ils seront ainsi pour toujours et à jamais, c'est faux. Vous avez une grande partie de l'immigration algérienne ou marocaine qui est aujourd'hui parfaitement intégrée. Quand vous regardez les chercheurs du CNRS, il y a un quart à peu près des chercheurs du CNRS, et même plus dans certaines disciplines scientifiques, qui sont étrangers. Vous avez énormément de noms arabes, c'est absolument clair, et personne ne peut dire qu'ils ne sont pas intégrés. Le niveau d'éducation s'élève, même s'il est parti de bas, et donc prédire, prophétiser que pour toujours et à jamais ils sont finalement à exclure, je crois que c'est une erreur. Et c'est une erreur on peut dire que c'est une erreur en se fondant sur toute l'expérience passée. Voilà. En plus, ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus, à cause de la colonisation, à cause des moyens de communication, etc., qui sont beaucoup plus imprégnées de la civilisation mondiale européenne que ne l'étaient leurs prédécesseurs qui venaient des campagnes riffaines il y a 40 ans. Donc voilà, je crois qu'il faut essayer de pondérer tout ça, mais je sais que voilà. Alors l'idée que A va dans B, veut transformer B en A, non, je ne le crois pas. Je crois que peu à peu A s'acclimate à B. On a des études tout à fait intéressantes sur, par exemple, les migrants égyptiens qui se partagent entre les pays du Golfe, comme l'Arabie saoudite, et d'autres pays comme l'Italie ou le Liban, etc. Et on regarde, on les soumet à un certain nombre de questions, etc. Et on voit très bien l'influence du pays d'immigration sur le pays d'émigration. C'est ce que les Anglais appellent « social remittances ». Ce sont des transferts, mais sociaux. Il y a des influences tout à fait fortes du pays de destination, des pratiques du pays de destination sur le pays d'origine, y compris au niveau politique, etc. Alors, c'est pas simple, on ne transfère pas la démocratie comme ça par l'immigration aussi facilement qu'on transfère de l'argent, mais on voit très bien que les migrants égyptiens qui sont allés en Arabie saoudite, eh bien, deviennent très religieux, très rigoristes, djihadistes et tout ce que vous voulez, alors que les migrants égyptiens qui sont allés dans les pays occidentaux, au contraire, adoptent peu à peu les valeurs du pays occidental. Donc il y a une capacité des pays de destination à reformater, à influencer. Et puis à la seconde génération, là, les choses bifurquent. On a une minorité, effectivement, qui s'adonne à la violence, etc. Mais enfin, j'ai envie de dire, c'est comme la conduite automobile. Vous avez l'ensemble des Français, vous avez l'ensemble des conducteurs français, vous avez ceux qui ont des conduites à risque, vous avez ceux qui causent des accidents, vous avez les meurtriers. Bon, chacun de ces ensembles est emboîté dans l'autre, mais ce n'est pas pour ça que vous avez une équivalence que vous pouvez établir entre ces ensembles successifs. C'est gigogne, c'est vrai, mais ce qu'il faut étudier, c'est comme dans toutes les études de risque, qu'est-ce qui fait que, quand on est conducteur, on a des conduites à risque? Qu'est-ce qui fait que quand on est des conduites à risque, on passe à l'acte? Qu'est-ce qui fait que... voilà. Et eh bien, vous avez plusieurs facteurs, et ces facteurs sont multiples. Il y a les questions psychologiques, il y a le conflit israélo-palestinien, il y a la propagande islamique, il y a etc. Et ce n'est pas comme ça, ex cathedra, que vous allez décider que c'est ceci ou cela qui détermine les comportements. Il faut l'étudier expérimentalement, en prenant les populations, en les divisant en groupes, en faisant, etc. Et c'est un peu ce que Hakim El-Karoui a commencé à faire et, à mon avis, à très bien faire. Donc, je crois que tout ça s'étudie, doit s'étudier sans a priori. Mais si vous partez d'entrée de jeu en disant « ils ne sont pas assimilables », parce qu'au fond, c'est ça votre argument, mais je crois que c'est contraire à l'histoire. Par exemple, on le voit en termes de fécondité. Quand on regarde la fécondité des jeunes femmes issues de l'immigration algérienne ou maghrébine, tout dépend de l'âge auquel elles arrivent en France. Si elles arrivent en France à l'âge de 18 ans, elles ont une fécondité qui est semblable à celle du pays d'origine. Mais si elles arrivent à 0 ans, comme disent les démographes, si elles arrivent enfants, eh bien, et on a des enquêtes qui ont suffisamment de recul pour nous permettre de dire ça, leur fécondité, ça y est, s'est alignée sur celle de la fécondité nationale. Donc il faut du temps. Il faut du temps, il faut le passage des générations, mais il faut aussi un travail. Et moi, je fais partie des gens qui disent oui, il faut être vigilant pour reprendre votre intitulé, au sens qu'il y a une réorganisation de l'islam à faire. Il faut absolument veiller à ce que les valeurs fondamentales que nous avons soient acceptées par la religion. Le problème s'est posé pour le catholicisme, quand même. Le problème s'est posé pour le judaïsme, etc. Il y a tout un travail à faire
Mais c'est difficile parce que l'islam n'est pas organisé. Hein. Ça, c'est le problème, c'est quel est l'interlocuteur, etc. Il faut couper les financements étrangers, il faut, etc. Enfin, je partage là-dessus les idées qu'ont beaucoup de Français sur la façon de traiter le problème. Donc je ne nie pas tous ces problèmes-là, mais si vous partez d'entrée de jeu en disant ils ne sont pas assimilables, ils sont tout autres, ils nous fracturent, etc., je pense que ça sous-estime notre pouvoir d'intégration, ça sous-estime leur capacité à s'intégrer. Mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas simple, il y a un travail à faire, il faut le faire. Voilà un peu ma réponse, mais je sais qu'elle ne vous satisfera pas. Bien, écoutez, il nous reste à vous remercier.